Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance de Loin mais ensemble avec comme invitée Anne Bianchi aujourd'hui, dont je suis ravie de pouvoir... déjà, je suis extrêmement ravie qu'elle ait accepté mon invitation et extrêmement ravie de vous la présenter. C'est super chouette. Voilà. Avec Anne qui nous rejoint dans quelques instants. Qui arrive. Bonjour Anne. Bonjour, Comment vas-tu? très bien. Alors, je voudrais juste dire un petit truc, c'est que mon nom, c'est Bianchi. Je Ah suis pardon, merci. italienne, donc Merci. Alors le pire, c'est ce que je voulais dire, puis après je me suis dit, bah non, peut-être pas. En fait, j'hésitais. Donc c'est vrai qu'on se l'est même pas dit. Ouais. voilà, j'aurais dû te poser la question tout à l'heure. Merci et bienvenue. C'est super Merci, chouette. Merci d'avoir accepté. C'est vraiment super top avec plaisir. de te voir en vrai comme ça. C'est super chouette. Alors déjà, je vais raconter à tout le monde pourquoi je t'ai contacté pour Ok. participer à Loin mais ensemble. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une journée comme ça, enfin, j'étais en train de déjeuner et je suis tombée sur l'émission te concernant. L'émission dont tu parles d'ailleurs, dans laquelle tu parles de ton changement de vie. Les Hein. déviations. Ouais, exactement. C'était hyper intéressant, hyper riche, tu vois, chouette. D'ailleurs, j'ai partagé cette émission sur mon Facebook Pro. Et puis le soir, d'ailleurs, j'étais en train de me poser la question qui je vais inviter la prochaine fois, etc. Et puis sous une pile de livres, le soir, je soulève et je tombe sur un article. Encore toi. Je dis, mais c'est pas vrai. Encore elle. Et un article de elle que j'avais déchiré, qui parlait justement du yoga et de la reconversion dans le yoga. Je dis, oh bah chouette, donc je t'ai contacté, tu as accepté. C'est super génial. Dis-nous tout d'abord, comment est-ce que tu as vécu le confinement et le déconfinement? Comment ça s'est passé pour toi? Euh, Moi, je suis toujours un petit peu auto-confinée, voilà, d'une certaine manière. Euh, le confinement, je sais pas, je pense comme tout le monde, quelque chose de complètement surréaliste quand même. Voilà, je me souviens encore du 14 mars. J'avais tout un week-end d'atelier prévu à Satnam-Montmartre, mon centre de thérapie et de yoga, et avec un professeur allemand. Et puis voilà, il y avait un workshop le samedi, il y en avait un autre le lundi, et puis le samedi soir, on apprend que bon voilà, on doit fermer. Hmm. On doit fermer les portes du lieu, que les cafés doivent fermer. Donc il y a déjà un premier choc. Et puis le lundi matin, très vite, j'ai pris la décision de partir avec mes enfants, mes chats, chez mes parents. Euh, voilà, je me suis dit, bon, ça va durer un moment. Ça va durer un moment. Je ne savais pas, évidemment, comme plein de gens, combien de temps ça allait durer. Mais donc, je suis partie à la campagne. Et puis, je pense que, comme pour beaucoup de gens, au final, au début, malgré l'étourdissement un peu de tout ça et le côté mais qu'est-ce qui se passe complètement dingue, euh, le discours, etc. Enfin, génération de la peur comme ça, je trouve ça toujours assez particulier. J'ai été assez soulagée en fait au début d'une certaine manière. Je me suis dit waouh, moi qui n'arrivais pas à m'arrêter depuis des années, je suis à l'arrêt contrainte et forcée d'une certaine manière. Enfin, contrainte et forcée. En tout cas, il n'y avait pas le choix. Donc je l'ai plutôt pas trop mal vécu, avec des hauts et des bas. On sentant quand même qu'il y avait une énergie assez écrasante, enfin quelque chose qui nous disait vraiment de nous arrêter, qui nous stoppait en fait. Donc voilà, une énergie quand même assez puissante. Euh, mais bon, j'ai essayé de le prendre comme une opportunité, en effet. De toute façon, là, on n'avait pas trop le choix que de lâcher les manettes, entre guillemets. Alors qu'on aime tellement voilà, tout sécuriser, tout contrôler, faire des plans. Voilà. Donc, je l'ai vécu au final comme voilà, une opportunité challenging, mais une opportunité. Et puis, j'y ai trouvé pas mal de choses. Je me suis rendu compte que vivant à Paris, la nature me manquait énormément, même si voilà, j'ai l'occasion de partir en retraite de yoga. C'est vrai que j'enseigne beaucoup. Et quand je pars en retraite, je travaille encore. Et là, bon, la Champagne, c'est pas une région très bucolique, mais bon, c'est quand même la campagne.
Donc, je me suis rendu compte de ça. Ça a permis de voir que je ne prenais pas assez de temps proche de la nature et qu'en fait, c'était essentiel pour me ressourcer, que Paris, c'était super, mais qu'en fait, il y a quand même une énergie très, très dense. Voilà, donc cette reconnexion avec la nature que je me suis promise de ne pas perdre, on verra si j'y arrive. Et puis un retour aux sources aussi, finalement il n'y a pas de hasard dans la vie et le fait de m'être retrouvée confinée chez mes parents dans la maison où j'ai grandi 30 ans après l'avoir quittée, j'avais jamais passé autant de temps chez mes parents depuis 30 ans, avec ma sœur qui est proche, ma nièce, un fils adolescent qui était donc enfermé avec sa mère, ses grands-parents et tout ça, c'était pas évident. Ça m'a permis de boucler des boucles sur mon enfance, de me replonger dans plein de souvenirs en fait de ma maison de petite fille où j'avais pas été. Donc forcément, il y a plein de choses qui sont remontées. Donc je crois que j'ai bouclé pas mal de boucles là-bas. Voilà. Et j'avais pas très envie de revenir à Paris. Je me suis même à un moment pendant le confinement, j'avais parfois j'avais un peu cette culpabilité de dire mais moi je suis super bien chez ma maman. Et puis, j'avais pas très envie de rentrer. J'avais un peu peur, en fait, de retomber dans ce rythme infernal de nos vies citadines. Et c'est pas parce que je fais du yoga, les gens se disent, bah, on fait du yoga, c'est zen et tout. Mais malgré tout, je dirige un lieu. J'ai 3 métiers. J'écris encore. Ça, c'est lié à mon ancienne vie de journaliste, mais j'écris encore. Je suis thérapeute, je suis enseignante de yoga. Et être enseignante de yoga et diriger un lieu de thérapie et de yoga, c'est pas la même chose, parce que j'ai été prof de yoga sans avoir de lieu pendant longtemps, dans une totale liberté. Et aujourd'hui, bah, il y a une maison dont il faut s'occuper. Donc j'ai même eu un moment, ça m'a traversé la tête de me dire, mais j'ai pas forcément besoin d'avoir un lieu. Il y a Instagram, il y a Zoom. Ma structure pourrait être complètement légère, en fait. Et puis, bon, au bout d'un moment, voilà, je suis quand même rentrée à Paris, même si l'école n'a pas repris. Et puis, ça a été très dur, en fait. Quand je suis arrivée à Paris, je me sentais complètement jet-laguée. Je ne me sentais pas du tout en phase avec l'énergie. Comme, voilà, je sais pas, comme quand on a été en dehors. En fait, je me sentais sur une autre planète. C'est comme si je revenais je sais pas, d'un petit tour en fusée spatiale quelque part, ailleurs. Et que je rentrais et je reconnaissais bien sûr mon quartier que j'adore, Montmartre, je reconnaissais tout, mais je sais. Anne, tu m'entends? Ça a coupé. Pour ça, c'est bon. Je crois que je crois que j'ai plus trop de batterie parce que j'ai fait déjà un live ce matin. Je vais juste me chercher le câble. Ça marche, vas-y. Vas-y. J'adore ta chaise. Elle est magnifique. Désolée. Hop. Du coup, je vais peut-être changer de sens, mais je pense pas que ce soit très grave. Peut-être que je vais être un peu à contre-jour. C'est grave si tu es à contre-jour? Bah, on te voit moins bien. On voit moins bien. Alors, ouais, s'il te plaît. Désolée. Par là, c'est très bien. J'avais pas prévu ça. J'ai prévu pas mal de choses depuis ce matin, mais hop là, peut-être mettre ça dans l'autre sens. C'est possible de se mettre comme ça ou pas? Hop, c'est parti. Pas forcément. Alors, c'est tout bon. Ah bah voilà. Désolée. Non, non, c'est ok. T'inquiète. D'accord. Donc tu t'es senti impeccable. Qu'on te voit surtout. Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Ça bug des fois. Je n'entends plus très bien. Ouais. Et ça bug par moment. Et ça bug. Alors, je vais essayer de me remettre comme au début. Ça va là? Oui, ça va. Ça y est. Désolée. C'est tout bon. Oui, donc tu nous disais que quand tu es revenue sur Paris, tu te sentais un petit peu perdue. Tu te sentais un petit peu sur notre planète. C'est vrai que c'est le mot. Un petit peu, voilà. un petit peu jet-lagué. Voilà. Mais je pense comme beaucoup de gens qui ont dû
ne plus aller travailler, être chez eux, changer de rythme. Enfin voilà, c'était une période extrêmement particulière qu'on n'oubliera jamais, je pense. Qu'on n'oubliera jamais. Alors moi, je me suis promis d'essayer de m'auto-confiner comme ça un peu régulièrement. Mais bon, c'est toujours beaucoup plus difficile de s'auto-discipliner. C'est comme en yoga, de se lever le matin quand on est seul pour faire sa sadhana à 5 heures. Bah, c'est beaucoup plus dur que quand il y a une prof, d'autres gens qui nous, voilà, qui nous disent bah, viens. Donc, mais bon, voilà, il y a des choses que je souhaite garder. Et comment te sens-tu maintenant? Ça y est, tu as remis les pieds dans les chaussons, tu es reparti comme avant. Qu'est-ce que tu as quand même conservé là, aujourd'hui, en ce moment, là, par exemple, ces 2 derniers jours, même, qu'est-ce que tu as conservé de ce confinement-là? Bah, de toute façon, j'ai toujours eu un peu les pieds dans les chaussons parce que je crois que j'ai passé peut-être 2 semaines, ce qui est beaucoup pour moi, sans enseigner. Mais du coup, j'ai beaucoup pratiqué pour moi toute seule et suivi des cours. Mais ensuite, j'ai repris mon activité de cours de yoga et j'ai repris aussi mes consultations en ligne. Donc en fait, j'ai pas arrêté du tout mon activité. Peut-être même, voilà, j'aurais peut-être aimé faire une pause plus longue. Donc je sais pas. Non, après qu'est-ce que j'ai gardé? Comme je disais tout à l'heure, le fait que j'en faisais beaucoup trop avant et que cet arrêt, que cette pause m'a rappelé qu'il ne faut pas attendre voilà, le dernier moment pour s'arrêter. Et c'est drôle parce que en fait, ça a été. Bon, j'ai toujours été comme ça en fait. Et souvent, les gens me disent, mais en fait, maintenant tu fais du yoga, etc. Mais en fait, tu bosses toujours autant qu'avant. Donc, d'une certaine manière, on reste toujours hein, ce que l'on est et qui l'on est. Et après, voilà, on peut pour autant complètement transformer sa vie, changer de métier plusieurs fois, avoir plusieurs métiers. Mais je crois qu'on a toujours un socle, des traits de caractère qui sont les nôtres et qu'on va avoir à travailler bah, tout au long de notre vie. Donc moi, c'est toujours un peu cette intensité, ce trop, bah, qui vont aussi avec beaucoup de dynamisme, et il y a plein de choses positives là-dedans. Mais voilà, j'ai vraiment en tête de garder le fait de ralentir, de me forcer à ralentir, de prendre un jour par semaine où je ne travaille pas, d'essayer de ne rien faire du tout. Bon, normalement, c'est le lundi, mon jour comme ça. C'est aujourd'hui. Mais bon, là, voilà, c'est spécial, parce que sinon les autres jours sont un peu remplis. Et c'est un jour où j'en profite pour voilà, ne pas travailler, ne pas consulter. Je pratique quand même. Normalement, je pratique pour moi. Je jeûne tous les lundis, qui est le jour de la lune. Donc, j'essaye vraiment d'être dans cette énergie lunaire et de ne pas être dans le faire. Voilà. Donc, ça, c'est un peu mon challenge à vie. Être là et ne pas faire. Voilà. Donc, reste un peu tranquille. Reste un petit peu tranquille. Ouais. Et quand tu jeûnes, tu jeûnes toute la journée? Oui, je jeûne du dimanche soir au mardi matin ou mardi midi. D'accord. Je bois, hein, je bois. Oui. C'est un jeûne hydrique. Ouais. Ok. Tu bois quoi en général? Tu bois quoi pour tenir? Je bois des tisanes, de l'eau. Ça peut être de l'eau avec un peu de citron parfois, quelques gouttes de citron, mais sinon des tisanes et de l'eau. D'accord. Et ça, tu fais ça toute l'année? Toute l'année, tous les lundis. Ok. Et bon, pendant le confinement, où j'avais quand même un rythme plus lent, je jeûnais tous les jours de lune. Donc en fait, le jeûne me permet aussi de décélérer. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est connecté. Le jeûne égale un ralentissement, mais c'est le cas. Hein, quand on arrête de manger, le système digestif ralentit, voire se met au repos si c'est des jeûnes longs. Et ces jours de lune sont toujours des lunes, effectivement, dans une énergie yin, donc dans une énergie féminine, effectivement plutôt de l'être versus le yang, donc le fer. Voilà, l'eau versus le feu, on dirait. Et donc je jeûnais aussi chaque jour de pleine lune et chaque jour de nouvelle lune. Donc ça revient assez vite, en fait. C'est assez souvent, oui.
Ouais, voilà. Donc là, pour l'instant, je me suis, voilà, avec la reprise, je fais que le lundi. Et puis généralement, je fais 2 semaines de jeûne l'été. Voilà. Où là, j'essaye vraiment de m'arrêter, quoi. De m'arrêter de travailler. Wow. Ouais, 15 jours, tu ne manges pas. ouais. Ça peut être 10 jours, ça peut être 14 jours. Le plus long que j'ai fait, c'était 2 semaines. Oui, je bois. De l'eau, on précise, de l'eau et des tisanes. Oui, quand je fais ce jeûne long, non, il y a quand même un jus de fruits le midi et un bouillon le soir. Donc ça veut dire 200 calories, pas zéro. C'est le jeûne de la clinique Buchinger en Allemagne, où j'ai commencé à jeûner il y a 6 ans. Et en fait, ça a été un apprentissage. J'ai appris en fait à jeûner. Beaucoup de gens se disent mais moi je pourrais jamais, je peux pas. Quand je saute un repas, j'ai faim, mais c'est très psychologique. Ouais. Donc je l'ai aussi fait de manière thérapeutique pour soigner certaines pathologies physiques que j'avais. Donc le jeûne a des vertus thérapeutiques. Il permet de booster le système immunitaire en quelques jours, de régénérer les cellules. Mais après, il faut que le psychisme suive, voilà, que ce ne soit pas quelque chose de contraint. Mais en tout cas, j'ai appris à jeûner là-bas pendant un temps long. Et puis après, pour garder le rythme, j'ai commencé à le faire tous les lundis. D'accord. Une autre question par rapport à cela. Quand tu parles de pratique, quand tu pratiques, tu fais du Kundalini et que tu te fais toi-même ou tu suis d'autres Non, quand je dis je pratique seule. D'accord. Je Avec pratique- toi, avec Ouais. ton besoin du moment. Je pratique seule tous les matins. En Kundalini Yoga, les choses sont assez bien rangées, bien organisées. On a beaucoup de kriyas. Donc les kriyas, c'est des séries d'exercices, voilà, de yoga. Mais c'est pas toujours la même série. Donc on a des séries différentes où on va travailler le cœur, l'ouverture du cœur, on va travailler les reins, on va travailler les surrénales. Moi, quand j'ai quitté mon travail chez Lagardère, où je dirigeais un magazine féminin il y a 6 ans, très peu de temps après, j'étais très très fatiguée. J'ai fait un check-up médical et on m'a trouvé une tumeur dans la glande surrénale. Donc c'est embêtant, c'est les toutes petites glandes au-dessus des reins qui gèrent le stress. Donc c'était intéressant de voir. Tiens donc, ouais. Tiens donc, comme c'est bizarre. Gros Moi, hasard. je suis quelqu'un d'assez stressé, d'assez anxieux. Voilà, je peux avoir tendance à prendre les choses à cœur. Et donc, voilà, on m'a trouvé cette tumeur. Donc, au début, on m'a dit que c'était OK, que c'était bénin, que c'était juste un petit peu embêtant parce que c'est dans un endroit pas. Voilà. Et en fait, j'ai très mal supporté le traitement qui servait, voilà, à soi-disant réduire la tumeur, que j'ai arrêté en parlant bien sûr à ma sœur qui est ostéopathe, qui fait aussi de la médecine chinoise. Voilà. Et je me souviens d'avoir pratiqué une série de Kundalini Yoga pour les reins et les surrénales, mais vraiment avec cette conscience que j'avais cette tumeur dans la surrénale droite. Et bon, voilà, j'ai globalement, voilà, 6 ans plus tard, j'ai plus jamais entendu parler de cette tumeur. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais en tout cas, les symptômes qui étaient associés à cette tumeur ont disparu. Et voilà. Donc, et après, voilà, et on change de kriya. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, si on a quelque chose qui vraiment nous tient à cœur ou on n'arrive pas à s'exprimer, etc., on peut travailler le chakra de la gorge, la parole, la libération de la parole. Bon, c'est ça aussi qui est vraiment génial dans le Kundalini Yoga, c'est qu'il y a un peu des trucs pour tout, quoi. Moi, je fais du yoga depuis mes 18 ans, donc ça fait 30 ans que je fais du yoga. Je vais avoir 48 ans cette année. Donc, je n'ai pas commencé par le Kundalini, je ne connaissais pas du tout. C'était très peu populaire à l'époque. J'ai fait du Hatha, j'ai fait de l'Ashtanga, après j'ai fait de l'Iyengar. Et puis un jour, j'ai découvert le Kundalini par hasard. Et je me suis dit, bon, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Pas particulièrement. Qu'est-ce qui t'a parlé dans ce Quand vous yoga? rencontrez quelqu'un, quand vous rencontrez un mec et que c'est celui-là et que c'est pas un autre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vibre en vous. Ça a fait vibrer quelque chose chez moi où je me suis dit, voilà, c'est ça. Tout m'a parlé. Tout m'a parlé. Peut-être que la dimension du chant et des mantras est une part importante du Kundalini Yoga, qui est un Nad Yoga, donc un yoga du son. C'est pas le seul, mais ça m'a. En fait, ça,
ça m'a scotché. Donc moi, je faisais de la yangar, c'est très rigoureux, on parle pas, on chante pas, on danse pas. Et quand j'ai fait du Kundalini, mais en plus, je savais pas du tout que j'allais à une session de Kundalini. On m'avait dit, viens, on va faire une pratique pour la pleine lune. J'étais à Marseille. C'était une copine à moi qui pratiquait, mais elle m'a rien expliqué, ce qui était génial d'ailleurs. Parce que quand on ne sait pas, on est complètement ouverte et il y a quelque chose qui arrive. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, ça peut créer des attentes. Mais pour autant, voilà, ça reste une expérience forte. Mais bon, on peut ne pas aimer non plus. Mais en tout cas, moi, ça m'a complètement parlé. À l'époque, euh, j'étais chez Bi, hein, j'étais chez Lagardère. Donc, j'étais pas thérapeute, mais j'étais en thérapie moi-même. Enfin, j'ai toujours été en thérapie depuis que j'ai 15 ans. Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement. Parce que bon, quand on est en thérapie, quand on a 15 ans, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose qui a besoin d'être réglé. Mais en fait, aujourd'hui, je dis heureusement parce que c'est aussi un chemin initiatique, que quelque part, c'est ma formation de thérapeute. C'est 30 ans de thérapie que j'ai faite. Je crois il y a peu de choses que je n'ai pas fait, que je n'ai pas essayé. Et que c'est aussi comme ça qu'à un moment, voilà, j'ai décidé de basculer vers le métier de thérapeute. Et donc, en fait, je trouvais aussi dans le Kundalini plein de choses que j'avais en thérapie. Je trouvais que ça accompagnait, que je retrouvais ce processus d'individuation, si on doit faire référence à Jung, même si je ne suis pas psychanalyste, mais bon, ça a été un de mes maîtres à penser aussi. Donc, de vraiment comment on devient soi-même, comment on arrive à vraiment pouvoir exprimer dans cette vie-là, sur notre chemin, qui on est. C'est dur de savoir qui on est. Donc, on essaye plein de trucs. On dit que pendant les 40 premières années de notre vie, on fait des expériences. Et puis qu'après, on va donner du sens à ces expériences. Et éventuellement, ce sera la courroie de transmission pour ensuite les passer à d'autres. C'est vrai. Et ça, à ce moment-là, c'est à la suite de ce cours-là où tu t'es dit non mais là c'est bon, j'arrête tout, je change de vie, ça y est, j'enclenche quelque chose d'autre. C'est sûr que c'est un élément déclencheur, c'est un événement marquant. Je me souviens encore cette pleine lune, fin août, à Marseille. Il s'est passé quelque chose en moi. Et du coup, j'ai dit à ma copine, tu peux me donner comment je fais pour trouver ces mantras, Om Namo. Bon, je connaissais pas du tout. Qu'est-ce que c'était qu'on a dit déjà? Enfin bon, comme plein de gens qui viennent, qui entendent la première fois le mantra. Qu'est-ce que c'est ce truc? Non, je suis rentrée à Paris ensuite et j'ai repris mon job chez Lagardère. Donc, je dirigeais un magazine féminin. Mais ça faisait déjà plusieurs années quand même. En fait, quand le Kundalini est entré dans ma vie, ça faisait déjà un moment que j'étais plus très bien dans ce boulot. Je ne sais même pas si j'y avais jamais vraiment été très bien. Il y a eu un énorme challenge, c'était une grande aventure professionnelle et humaine. Mais dès le départ, en fait, la pression était phénoménale. Et puis, je suis arrivée là par hasard. J'étais journaliste par hasard. Après, j'ai créé un magazine par hasard. Après, j'ai dû monter une équipe, diriger ce magazine. C'était pas mon rêve. C'était pas mon rêve à moi. C'est quoi ton rêve à toi? Je crois que mon rêve à moi, souvent je pense à la dissertation que j'ai écrite quand j'étais en 3e pour le brevet des collèges. Mes parents ne voyageaient pas. Mes parents habitaient donc dans ce petit village en Champagne et on ne partait jamais en vacances. Ce qui a eu le bénéfice de beaucoup développer mon imagination et mon goût pour la lecture. Donc je voyageais grâce à mes livres et dans ma tête. Et puis donc voilà, je lisais plein de récits, etc. Et je me souviens de cette dissertation en 3e où j'ai écrit que en fait je travaillais en Inde. Donc voilà, j'adorais Mère Teresa. Je crois que j'avais lu La Cité de la Joie, qui était un livre que mes parents avaient dans leur bibliothèque. Non, ça bug. Ah y est. J'ai encore coupé? Oui, non. Ça a coupé. Oui. Tu étais à la Cité de la Joie et ça a coupé. Je n'avais pas rebranché, je m'étais branchée, mais sur une prise qui ne marchait pas. Mais là, c'est bon. Et dans cette dissertation que j'ai relue des années plus tard, donc je raconte mon métier, et donc je raconte cette ville de Calcutta où je suis jamais allée, mais dont je me suis fait une représentation. Et
Je suis entourée de plein de gens, de plein de femmes. On fait du yoga. Voilà. Évidemment, je ne suis pas thérapeute dans cette dissertation, mais je crois que mon rêve, oui, mon rêve, si, c'était de vivre en ashram. Ça a été vraiment un rêve. De vivre en communauté. Un ashram, c'est une communauté de gens qui partagent des valeurs communes, en fait, autour d'une pratique. Donc aujourd'hui, voilà, je ne suis pas très loin de ça. Ah oui, c'est incroyable quand même. Il n'y a pas de hasard sur ce coup-là. Ben non, ça a pris des chemins un peu détournés. Oui. Mais finalement, j'avais conçu cette marque, donc j'avais vraiment créé cette marque, et c'était l'idée d'une communauté de filles, alors autour de la mode, mais parce que ça, c'était les impératifs du magazine, etc. Mais il y avait vraiment cette notion de marque communautaire. Le site était communautaire, il n'y en avait pas chez Lagardère à l'époque. Et d'ailleurs, ça s'appelait La Ruche. On avait fait une série télé qui s'appelait Bienvenue dans la Ruche. Et il y avait cette idée de ruche. D'ailleurs, j'adore ce symbole des abeilles, où chacun, effectivement, fait sa part, voilà, et travaille à construire quelque chose et à produire du miel. Dans le yoga, on appelle ça Amrit. Hein, c'est le nectar. Donc, voilà. Donc, en fait, finalement, c'était déjà ça. Il y avait cette idée de communauté, de beaucoup de femmes autour de moi, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Il faut croire que j'aime être entourée de femmes, d'hommes aussi. Hein. J'ai rien contre les hommes, au contraire. Mais c'est vrai que j'aime bien être avec des femmes. Et d'une certaine manière, Bi, c'était ça, dans un certain domaine. Et puis, ça s'est transposé dans le yoga. Mais quand j'ai quitté Bi, je ne savais pas que j'allais devenir prof de yoga ni thérapeute. En fait, c'est ce que j'explique dans la vidéo des déviations, c'est que le processus a commencé par élaguer. Et le oui vient avant le non. Hein. Le deuxième chakra, il est avant le troisième chakra. Hein. Il est plus bas. Donc, ça veut dire que c'est une étape qui vient avant le oui, le non. Savoir déjà ce qu'on ne veut pas. Dire non pour pouvoir dire un vrai oui. Donc, en disant non, on ouvre des espaces. Et puis, je pratiquais le yoga. Donc, comme je l'ai dit depuis très longtemps, mais à titre personnel. Et à ce moment-là, le Kundalini depuis quelques années, mais je l'ai pratiqué en étant chez Bi. Mais c'était drôle parce que quand je suis rentrée de Marseille à Paris, j'ai dit je veux tout de suite refaire ça. Et il y avait 0 cours. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Et quand même, je dirigeais un magazine féminin, donc il y avait des gens qui étaient connectés autour de moi. Donc je suis allée voir les journalistes beauté et je leur ai dit j'ai fait un truc génial ce week-end, mais vraiment génial. J'ai fait du Kundalini yoga. Vous connaissez? Et elles m'ont dit non. Et j'ai dit, je veux en refaire. Où est-ce qu'il y en a à Paris? Elles ont cherché, elles n'ont pas vraiment trouvé. Ah, il n'y en avait pas à l'époque. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas vraiment à l'époque. Ou alors, c'était vraiment dans des centres ou SIC. Donc, je me disais, non, ce n'est pas forcément pour moi. Ou ça n'avait pas suffisamment pignon sur rue. Donc j'en faisais toute seule. Et puis après... voilà, par la magie d'Instagram déjà, voilà, j'ai découvert une prof qui était à Paris, j'ai commencé à faire des cours. Et après, il y a eu l'ouverture du Tigre Yoga, qui était un studio qui a eu vraiment la bonne idée, je dirais, de mettre tous les types de yoga à son menu. Donc, il y en avait un peu moins que les autres, mais il y avait des cours de Kundalini. Donc, j'ai commencé à pratiquer là-bas tous les jours. Est-ce que c'est un yoga qui peut faire peur? Je crois, oui, je crois. En tout cas, j'ai déjà entendu ça. De toute façon, le monde occidental a peur de la spiritualité, d'une certaine manière. Donc, et puis, particulièrement en France, tout ce qui est différent, on le voit, hein, voilà, par rapport à plein de choses, ça peut être compliqué. Hein. Voilà, on est un pays laïque, donc ça veut dire ouvert, mais en fin de compte, on a quand même du mal avec certaines formes de spiritualité. Moi, je me souviens, mon père, mais c'était pas forcément, enfin, c'était assez incisif. Quand j'avais 18 ans, 20 ans, m'appelait Yoga Gaga. Et c'est resté comme, là, j'en rigole, mais en fait, ça me faisait mal, quoi. C'était, voilà, il comprenait pas. Et je pense qu'il y a ça avec le Kundalini. Il y a le côté turban, les chants, on s'habille en blanc.
Euh, donc les gens se disent, mais bon, est-ce que c'est une secte? Voilà, bon, c'est des questionnements qui peuvent tout à fait. Alors d'ailleurs, pourquoi il y a les turbans blancs? Pourquoi l'habillement en blanc? Pourquoi? Ouais, alors déjà dans la culture du yoga, en fait, il y a plein d'écoles, hein, mais le yoga reste le yoga. Mm. Mais il y a plein d'écoles, il y a plein de courants. Et par exemple, il y a des yogis qui sont toujours en orange. C'est ce qu'on appelle les nirmal. Il y a des yogis qui vont être en bleu. C'est ce qu'on appelle les nihang. Donc, il y a des écoles comme ça différentes, avec des traditions, des cultures différentes. Si dans le Kundalini Yoga, on porte du blanc, c'est qu'on dit que c'est une couleur neutre, hein, que c'est une couleur aussi qui fait référence effectivement à la lumière. Voilà, à la lumière. Donc, on dit que dans ce yoga, effectivement, on va chercher à allumer notre petite lumière intérieure, notre flamme, etc. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la neutralité. Euh, effectivement, bah, tout le monde ne vient pas. C'est vrai que dans le Kundalini, tout le monde ne vient pas avec des tenues de yoga très branchées, très à la mode. C'est aussi une marque d'humilité, en fait, même si on peut avoir des très jolies tenues blanches. Mais voilà, il n'y a pas forcément de différence entre tout le monde. Le turban, il a plusieurs explications. Il a qu'effectivement, le Kundalini Yoga est issu de l'école tantrique et, et donc d'une tradition où on allait porter le turban. Tous les yogis ne portent pas de turban, c'est vrai. Et aussi parce que avoir la tête enserrée dans un tissu, dans un turban, permet de garder l'énergie au niveau du crâne et que l'énergie ne se disperse pas. Donc pendant qu'on pratique, on cherche à avoir une circulation d'énergie, on va dire du bas du corps, de la base de la colonne vertébrale où est logée l'énergie Kundalini, qui est l'énergie vitale, hein, on pourrait dire le chi ou l'énergie vitale, et faire monter cette énergie pour que cette énergie vienne à la fois guérir, alors on parle de chakras, etc., elle monte le long des chakras, et ouvrir tous nos centres énergétiques et guérir nos organes, y compris le cerveau. Donc là, l'énergie, une fois que tout est débloqué, que tous les paliers des chakras sont débloqués, l'énergie monte effectivement au cerveau, vient régénérer le système nerveux. Et ce qu'on veut effectivement, c'est que l'énergie monte et descende. Donc il y a une circulation comme ça de l'énergie où on va puiser en bas, en même temps on nettoie certaines choses et l'énergie monte. Donc le turban, c'est un petit peu, comme on dit souvent, le bouchon, voilà, le couvercle. Et ça permet effectivement d'être tenu, de rester aussi à l'intérieur de soi. Mais on peut pratiquer le Kundalini Yoga sans turban. D'accord. Donc si on vient dans ton studio, on n'est pas obligé d'être en tenue tout de suite si c'est la première fois. Non, vous n'êtes pas obligé. Personne n'est obligé de rien, en fait. Personne n'est obligé de rien. On n'est jamais obligé de rien. Et même à l'intérieur de la communauté du Kundalini Yoga, nous on appelle la communauté la Sangat. Voilà, on pratique tous le même yoga, on se connaît, etc. Mais on a des colorations très différentes, voilà, les uns les autres. Donc moi, je suis thérapeute aussi, donc peut-être que mon yoga aura une coloration plus thérapeutique. Il y a peut-être des gens qui ont été danseurs avant, donc qui vont avoir une coloration plus liée à la chorégraphie ou à la danse. Enfin, il y en a qui sont naturopathes, donc ils vont plus parler de ça. Donc non, chacun vient comme il est, et c'est ok de pratiquer en rouge, en noir, comme on veut, et c'est ok de pratiquer en blanc si on en a envie. Mais... Et alors justement, la sexothérapie, comment donc cette troisième casquette que tu peux avoir de sexothérapeute, comment cette pratique-là, comment cette thérapie nourrit justement ton yoga, tout se nourrit. ton enseignement? Tout se nourrit, tout est relié, tout est toujours relié. Donc, ma pratique du yoga m'a probablement aidé à trouver cet axe, à m'autoriser, à trouver cette légitimité à commencer mes études de thérapeute. Donc le yoga, il nourrit ma vie tout le temps, en fait. Il nourrit tout. Il nourrit tout. C'est une nourriture spirituelle. Le yoga, c'est une pratique spirituelle. Hein. C'est pas une qui passe par le corps, mais c'est vraiment pratique spirituelle. Donc ça nourrit
je sais pas, c'est vrai que souvent les gens me disent que j'ai une coloration de thérapeute spirituel et que dans le yoga, je peux avoir une coloration thérapeutique. Je me suis posé beaucoup la question. C'était pas forcément simple. Euh, Quand j'étais dans mes études de psy, on me disait, mais tu es aussi prof de yoga, mais comment tu vas? Alors, tu vas faire 2 sites. J'étais là, ah, bah, je sais pas, j'ai pas réfléchi à ça. Bah oui. Et puis, mais alors, comment tu vas faire la différence entre tes élèves et tes patients? Ah ben, je sais pas, j'ai pas réfléchi à ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance, et c'est bien pour ça que je fais du yoga, à séparer tout. Déjà, je me souviens quand j'étais chez Lagardère, je me disais, mais c'est une boîte, c'est que des silos comme ça. Et entre les silos, rien ne circule. Et finalement, c'est beaucoup ça. Je pense que ça fait, voilà, on a tendance à vouloir mettre les choses, les gens dans une case. Et puis, comme s'il n'y avait rien de horizontal, en fait, que tout était comme ça. Et moi, ça m'a toujours profondément gênée, en fait. Je crois depuis tout le temps. Donc, j'avais envie de quelque chose de très intégratif. Donc, je dirais que, en fait, déjà, mon yoga, il manque. Euh, il me permet de rester dans le corps. Euh, Parce que, bah, comme tout le monde, hein, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'a pas de vagues et qu'on n'est pas soi-même en chemin. Donc, on a tous notre chemin. On veut dire que le thérapeute, normalement, il a juste un coup d'avance, c'est-à-dire qu'il est déjà passé par là où passent les gens qui viennent le voir. Mais c'est tout. C'est tout. Sinon, c'est la même chose. Euh, et donc, c'est vrai qu'à un moment, je me suis rendu compte que mon être thérapeutique, moi, qui je suis, même dans la vie, et moi, enseignant, bah, c'était toujours que une seule et même chose, ou voilà, c'était toujours que une, quoi. Donc, voilà, tout ça se répond et se nourrit. Et voilà, je trouve ça chouette. Le mot que j'emploierais, c'est vraiment intégratif, quoi. Intégratif. En sexothérapie, les gens en général viennent te voir pourquoi? T'as quoi comme demande? En sexothérapie, en général, je ne vais pas forcément parler de ma clinique, la première demande, c'est le manque de désir. C'est l'absence de désir. Le désir est parti. Voilà, je suis en couple, j'aime mon partenaire ou j'aime ma partenaire, ou on est en couple. Je suis des couples aussi. J'ai pas que des, voilà. J'ai des patients hommes, j'ai des patients femmes et j'ai des couples. Euh, la première demande, dans les cabinets en sexothérapie en général, c'est ça. C'est j'ai plus de désir. D'accord. Alors, c'est sûr que quand on fait du yoga Kundalini, qui travaille en fait, l'énergie Kundalini est une énergie sexuelle. Mais comme je dis toujours, il n'y a qu'une énergie. Énergie sexuelle égale énergie vitale égale énergie spirituelle. C'est la même énergie, effectivement, qui circule et qui va se transformer selon qu'on va effectivement être dans son deuxième chakra ou que ça monte là-haut. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est que cette énergie circule et qu'on puisse utiliser cette énergie sexuelle qui est une énergie créatrice. L'énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice, c'est lié à notre créativité, c'est lié au désir, donc le désir qui va nous permettre effectivement aussi de faire l'amour, de créer un bébé, un autre être humain, mais aussi de créer tout ce qu'on veut créer, donc tous nos projets. Donc tout ça est vraiment lié. Donc il y a cette demande qui est assez fréquente. Comment je fais pour retrouver mon désir, ma libido L'élan de vie. L'élan de vie. Oui, l'élan de vie. L'élan de vie, finalement. Alors déjà, souvent, c'est vrai que je dis aux gens, qu'est-ce que vous faites pour nourrir votre désir? Et là, ils me disent, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette question? C'est comme tout. C'est comme tout. Il faut souffler un petit peu sur les braises pour que le feu prenne. Et puis, si vous voulez que le feu brûle longtemps, ben, vous allez remettre du petit bois, vous allez mettre du charbon, enfin, vous allez le nourrir, en fait. Sinon, effectivement, ça va avoir tendance à s'éteindre. Mais bon, cette flamme-là, c'est la flamme originelle, elle est toujours là. Des fois, elle s'assoupit et ça peut repartir. Donc voilà, donc on travaille là-dessus et voilà, on chemine ensemble. Voilà. La sexualité, c'est extrêmement lié à l'inconscient. Donc quand on travaille en sexothérapie, souvent les gens me disent, mais c'est quoi la différence entre sexothérapie et psychothérapie? Je dis, mais aucune. Aucune. Si ce n'est que là, on va aborder plus directement la question de la sexualité, du désir. Ça peut être la question de l'homosexualité, de la bisexualité. Enfin, j'ai des gens qui viennent pour savoir qui ils sont aussi,
Alors, moi, je dis souvent que je crois qu'on est tous bisexuels, hein, à la base, et puis qu'ensuite, on fait des choix, conscients et inconscients. Hein. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et puis après, j'ai des gens qui viennent pas forcément me voir pour des raisons liées directement à la sexothérapie, parce qu'en fait, c'est un angle que j'ai choisi, c'est un axe que j'ai choisi, parce que déjà, ça me parlait moi, parce que j'aurais eu besoin, comme plein de gens, qu'on me parle du sexe comme de quelque chose de naturel, de pas tabou. Euh, Quand j'ai commencé à faire du yoga et que j'ai commencé à faire du Kundalini yoga et à m'intéresser au tantra et que j'ai compris que sexualité et spiritualité étaient complètement reliées, ça a été grande découverte en fait pour moi. Et bien que ce soit le sens du mot yoga, hein, de venir relier le corps, donc lié voilà, aussi à la sexualité et l'esprit, entre guillemets, donc spirit, hein, le spirituel. Donc voilà. Passionnant. C'est passionnant. Et d'ailleurs, à ce titre, sur le tantra, par exemple, ou le yoga Kundalini, est-ce que tu as des titres de livres à nous conseiller? Alors, ce week-end, on a travaillé ça, l'énergie sexuelle, le deuxième chakra, et donc j'ai un peu parlé, j'ai pas mal parlé du tantra samedi. Il n'y a pas de livre vraiment sur Kundalini. Enfin, dans tous les livres de Kundalini Yoga, ça va faire référence à l'école tantrique parce que le tantra, ça veut dire tissu. Donc, il y a beaucoup de fantasmes sur le tantra en Occident. Mais le mot tantra veut dire tissu. Donc, on est vraiment dans une signification qui est très proche du mot yoga, qui veut dire le joug, hein, donc ce qui relie, le joug qui relie le corps, l'esprit et l'âme. Et le tantra, c'est vraiment, voilà, on est vraiment là-dedans. Donc c'est ce qui va relier effectivement les polarités du sexuel et du spirituel. Je vais le dire dans un autre langage que le langage yogique, mais du yin et du yang. Donc vraiment, et j'aime bien dire yin et yang parce que c'est pas associé au genre dans cette philosophie chinoise. C'est pas masculin, féminin. Hein. Yin et yang, c'est les deux faces. Tout le monde connaît ce symbole en plus, donc c'est assez parlant. D'un tout, d'ailleurs, qui est une sphère, hein, donc qui pourrait représenter effectivement l'univers. Le Tao, ça s'appelle le Tao. Voilà, et c'est ce tout, donc cette idée que effectivement, hein, on fait partie d'un tout, hein, et que effectivement, pour pouvoir être complet, bon, pour pouvoir être humain, on va être humble, mais complètement humain. L'idée, effectivement, c'est de rassembler ces parties et d'être complètement en lien avec cette force créatrice, cette énergie féminine, qu'on soit homme ou femme, et aussi, cette énergie yang, voilà, qui nous permet aussi de réaliser, de passer à l'action. Donc voilà, de mettre tout ça en symbiose. Comment se décompose une séance de Kundalini? Déjà, elle dure combien de temps en général? Et elle se décompose en général, c'est combien de temps? Moi, c'est assez particulier parce que moi, je pourrais faire des pratiques très très longues. Donc, c'est un peu ma réputation, c'est que voilà, je déborde beaucoup. Je fais souvent des pratiques de 2 heures, mais ce matin, on a fait une pratique live sur Instagram de 1 heure. Alors, pour moi, c'est vraiment un exploit, mais du coup, je me suis dit, oui, c'est possible, et c'était super aussi. Donc, dans des studios, vous pouvez avoir des cours d'1 heure, vous pouvez avoir des cours de 1 heure et demie, vous pouvez avoir des ateliers de 2 heures et demie, vous pouvez avoir des pratiques de 3 heures. Quand on commence à beaucoup pratiquer et qu'on fait du coup le tantra blanc, qui est une série de méditations, c'est la journée complète qu'on passe à pratiquer. Donc tout est possible, tout est possible. Et puis vous pouvez avoir une pratique personnelle. La pratique personnelle, c'est ce qu'on appelle la sadhana. Donc c'est notre pratique spirituelle. Donc c'est vraiment notre guidance aussi, hein, notre sadhana. Quand vous n'avez pas le temps, ça peut être 10 minutes que vous vous accordez, mais déjà c'est 10 minutes si vous vous asseyez, si vous n'êtes pas branché sur votre téléphone, si vous vous donnez ces 10 minutes pour respirer, pour être vraiment dans votre corps, c'est déjà énorme en fait. Donc voilà, à Satnam, les cours durent 1 heure et demie, parce qu'il y a des profs qui sont carrés et qui ne dépassent pas les horaires. Voilà, ou des cours qui durent 2 heures. Il y a toujours donc ce moment où on vient se connecter, où on chante un mantra. Donc en fait, vous retrouverez partout dans le monde, si vous allez dans
dans une école, on va dire, de Kundalini reconnue, enfin en tout cas avec des professeurs qui ont vraiment été formés. Parce que la Kundalini, il faut savoir que en fait, c'est pas le Kundalini, c'est la Kundalini. Ça veut dire l'énergie en sanskrit. Hein. Donc, on va parler du yoga de la Kundalini, et ensuite, ce yoga a été ordonné, hein, mis en forme pour être transmis par un maître de yoga indien qui s'appelait Yogi Bhajan. Voilà, et beaucoup de ses élèves ont mis dans des livres, voilà, toutes ces séries dont je vous parlais. Donc finalement, c'est très ordonné, et tous les profs qui se forment au Kundalini Yoga reçoivent, après c'est différent selon les enseignants, mais la même formation. Donc tous les cours vont suivre un peu le même enchaînement. Ce qui fait que partout où on va, vous arrivez dans une ville, vous tapez Kundalini, vous voyez votre studio, vous allez avoir votre pratique. Donc la connexion avec le mantra, un petit échauffement, un kriya, donc comme je disais, qui est cette série, voilà, de postures. Il peut y avoir des chants dedans, il peut y avoir des pranayamas, des respirations. Et puis à la fin, on fait une méditation avec ou sans mantra. Il y a les deux. Donc on chante, et parfois c'est juste une méditation sur le souffle. Voilà. Mais bon, les gens qui font les Kundalini aiment bien chanter, généralement. Alors, par exemple, là, est-ce que tu pourrais nous faire expérimenter justement une respiration ou ce que tu veux, ce que tu as envie? Ouais, alors je peux vous des trucs pas trop difficiles. Bon, on peut faire une méditation, on peut faire une petite méditation que vous pourrez faire à la maison, qui est anti-stress. C'est une des premières méditations que j'avais enseignées, puisque c'était la méditation qui m'avait été donnée pendant ma formation. Et ça s'appelle pour équilibrer les tadvas et combattre le stress et la dualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent stressé ou comme dans une forme de conflit à l'intérieur de nous, voilà, on vient équilibrer avec cette méditation. Donc en fait, les tadvas, c'est les 5 éléments. Et ces 5 éléments sont représentés par nos 5 doigts. Donc on dit que les 5 doigts sont comme des petites antennes, hein, sont reliés aux 5 éléments. On va venir joindre tous nos doigts et bien presser, hein, le bout des doigts, voilà, comme ça. Comme ça. Donc en fait, c'est comme si vraiment les premières phalanges, hein, sont collées, et puis venir mettre nos pouces vers le cœur et les petits doigts vers l'avant, et vraiment sentir la pression au bout des doigts. Donc comme si on cherchait à venir équilibrer ces 5 éléments. Donc la terre est liée au premier chakra et à notre ancrage, hein, donc venir aussi nous relier à la terre qui nous porte. Le deuxième chakra, l'élément eau, hein, la fluidité, reliée à l'émotionnel, hein, donc de pouvoir surfer sur nos émotions plutôt que d'être submergé par nos émotions. Les émotions, c'est un radar puissant, hein, c'est un merveilleux indicateur de ressenti, hein, si on n'est pas submergé par ça. Le feu, qui est l'élément de la transformation, lié au troisième chakra. Donc c'est vraiment ce qui nous permet de brûler tout ce qui nous encombre et de transformer nos vies. Voilà, déjà nos aliments, hein, le feu, c'est le feu de la digestion, c'est lié au nombril. L'air, c'est l'élément du cœur, du chakra du cœur, donc c'est la liberté. Ce qui veut dire que l'amour, hein, est relié à la liberté. Donc l'amour n'est jamais quelque chose qui enferme et jamais quelque chose qui est conditionné. Et le dernier des 5 éléments, qui est le plus subtil, c'est l'éther. Et on dit que tous les 4 premiers éléments se retrouvent dans cet élément subtil qui est l'éther, qui est associé au chakra de la gorge, hein, et qui nous permet d'accéder à des plans plus subtils. L'éther, c'est aussi ce qui entoure, hein, notre planète, la Terre, hein, qui est comme une espèce de couche comme ça entre nous et le cosmos. Donc en fait, quand tous ces éléments sont équilibrés dans notre corps, c'est aussi les principes de la médecine chinoise, ça nous permet effectivement de ne pas être stressé, d'être harmonisé. Donc on va continuer à presser bien les doigts dans cette conscience des 5 éléments, et on va venir harmoniser les 5 éléments avec une respiration spéciale. On va inspirer doucement et profondément par le nez. Les yeux sont fermés et vous essayez de loucher, de regarder le bout de votre nez.
Et on va expirer par la bouche en formant un rond avec la bouche sur 8 temps égaux. Et inspire par le nez. Et expire par la bouche 8 temps. Et on continue, inspire nez. Et par la bouche en rond, expirez sur 8 temps. Et à chaque fois que vous expirez, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Et on inspire profondément. On retient le souffle, les épaules sont bien relâchées, la colonne est bien droite. Gardez votre mudra, ça veut dire la position de vos mains, de vos doigts. Continuez à presser les 10 doigts ensemble. Et expirez, relâchez. Merci. Voilà. C'est un petit exemple d'une méditation qu'il est assez simple de faire. Il n'y a pas de mantra, une méditation sur le souffle. Donc on dit que le souffle, c'est notre premier gourou. Gourou, ça veut dire de l'ombre à la lumière en sanskrit, et que c'est notre premier enseignant. Quand on commence à prendre conscience de son souffle et à maîtriser son souffle, les yogis disent qu'on peut commencer à maîtriser sa vie. Ah, c'est beau ça. Je vais le noter. Qui Excellent. maîtrise son souffle, maîtrise sa vie. Et on ne nous apprend pas à respirer. Non, c'est ce que je dis depuis quelques mois maintenant, depuis le début du confinement. C'est ce que je tente d'apporter en tous les cas, Ouais. justement pour réapprendre à respirer. Parce qu'on... Apprendre à respirer le souffle. On est trop souvent en apnée, on est trop souvent bloqué. Ça se répercute dans le corps. Et on se fait du mal. En respirant peu, on se fait du mal finalement. Rien que ça. L'énergie se bloque. Les organes s'asphyxient. Complètement. Je réactive les commentaires, Anne, d'accord, Okay. parce que je vois que le temps passe vite. C'est juste une dernière question. Amar, donc ton nom spirituel, vient d'où, vient de quoi, qui t'a donné? Alors, Amar, Amar, ça veut dire infini en sanskrit, infinity. Et en arabe, ça veut dire la lune aussi. Donc ça, c'est des élèves qui parlent arabe qui me l'ont dit. Ça me va bien, je trouve ça joli. Ouais, en fait, quand on commence à être sur un chemin spirituel, c'est vrai qu'on peut recevoir un nom spirituel. Généralement, on le demande à un de ses enseignants. Et que ce nom spirituel, donc on a notre nom de naissance, qui est un nom qu'on nous a donné, que nos parents nous ont donné. On dit quand on est sur un chemin spirituel, c'est un parcours vers une seconde naissance, et que cette seconde naissance est une naissance qu'on se donne à soi-même, et que ce nom spirituel, il incarne notre mission spirituelle. Donc en fait, notre nom spirituel, c'est aussi ce qui nous renvoie toujours effectivement à notre mission, à ce qu'on doit transmettre. Donc c'est marrant, là on a expiré sur 8 ans. Le 8, c'est l'infini. Donc c'est aussi comment se connecter effectivement à quelque chose de plus grand. Et je ne l'ai pas choisi. C'est un maître indien qui s'appelle Yogi Amandeep Singh, donc qui fait partie de la tradition des Nirmal, c'est toi qui es souvent orange, et du Kundalini Yoga. Mais pas que eux, qui est aussi très proche des traditions soufis et bouddhistes. Et j'avais fait une retraite en Inde avec lui, et c'est lié à la numérologie aussi, donc nos chiffres de naissance. D'accord.
on donne un peu d'informations sur nous, la personne nous connaît. Mhm. Et puis, je lui avais demandé, il nous avait dit, est-ce que vous voulez recevoir votre nom spirituel? Et j'avais dit oui, j'aimerais beaucoup. Et surtout qu'il me soit donné par un maître avec qui je pratiquais et que je connaissais. Mhm. Et voilà, et donc le jour où il nous a donné les noms, je me souviens il m'a voilà, appelé Amar, en disant voilà, que ça voulait dire Who holds infinity. Alors ça m'a plu. Ouais, c'est chouette. Vraiment, Ça c'est m'a beau. plu. Et puis la sonorité était chouette. Je m'appelle Anne. Amar, c'était pas long. C'était aussi, ça commençait par un A. C'était en quelques lettres très courtes. Ça m'a fait beaucoup sourire sur le moment et ça a fait sourire mes copines qui me connaissaient bien parce que j'ai eu 2 amoureux dans ma vie. Un s'appelait Omar et l'autre Amir. Et je me suis dit, tiens, Ouais, Amar, c'est la réunion des deux. c'est Et je me vrai. suis dit, finalement, dans le couple, et ça rejoint la sexualité, l'autre, on se cherche toujours aussi à travers l'autre. L'autre est un miroir, en fait, mais on se cherche. Et probablement, on dit dans le yoga que le mariage est le plus grand des yogas, mais que l'autre permet, et c'est bien ça, pour ça qu'on pratique ensemble, de nous trouver nous-mêmes. D'où vraiment l'importance, plus que jamais, de pratiquer ensemble, voilà, et d'être les uns avec les autres. Ah oui. Oh oui. Tes mots résonnent. Alors attends, il y a plein de petites questions qui arrivent. Combien de temps d'études pour, je pense, pour devenir sexothérapeute? Oui, alors les études de psychologie en général, que ce soit les écoles ou la fac, c'est 4 ans d'études. Bon, c'est un petit peu comme dans tout, je dirais. Voilà, c'est comme n'importe quel master, c'est 4 ans. Moi, j'ai choisi, après avoir fait une grande enquête en bonne journaliste, plutôt de faire une école que la fac, parce que vraiment, je savais que je voulais accompagner des gens, que je voulais pas avoir un savoir théorique, mais vraiment un savoir expérientiel. Euh, donc, c'est 4 ans d'études et je me suis formée. Donc, en fait, j'ai fait ma psychopathologie, on va dire, une formation spécifique en sexothérapie et en gestalt thérapie dans une école à Paris qui s'appelle Indigo, qui a été fondée par Marie-Gabrielle et Alain Héril. Et Alain est psychanalyste, sexothérapeute. Il a écrit beaucoup, beaucoup de livres formidables sur la sexualité, le plaisir féminin. Euh, Pas que, il a aussi écrit sur la sexualité et les adolescents. Voilà, donc j'ai choisi cette école, mais avant ça, j'avais fait une autre école qui s'appelle Savoir Psy, mais pas 4 années. J'avais fait une formation jungienne sur toute la symbolique, donc là plutôt en psychologie des profondeurs. Et parallèlement, j'étais aussi au GERPA, qui est une société d'études et de lecture de Jung. Mais bon, 4 ans d'études, c'est 4 ans, quoi. Donc à Hmm, l'époque, ça me paraissait l'Himalaya. Et puis, comme je dis souvent, c'est passé comme ça. c'est fait. Ouais. Ça s'est fait parce que tu as pris du plaisir aussi. C'était vraiment ton chemin. Oui, C'est plus et puis facile aussi. les écoles, contrairement à la fac, si j'avais dû aller à la fac, je pense que j'aurais pu faire aussi par correspondance. Mais Mhm. les écoles accueillent aussi beaucoup. Alors, il y avait des gens qui étaient soit déjà psychologues ou psychothérapeutes depuis longtemps, mais qui voulaient se former en sexothérapie ou en gestalt. Mhm. Donc, ils venaient comme ça. Et les modules étaient les week-ends. Donc, j'ai continué à travailler euh, tout le temps pendant la formation. Voilà. Mais bon, ça a pris quand même 4 années de week-end à raison de 4 jours au moins, ou 8 jours par mois. Donc, Ouais, c'est quand même un gros investissement de temps. Voilà. ouais. Dernière question, parce qu'en fait, ça a coupé dans 1 minute 40, donc il faut vraiment qu'on ait terminé. Combien de temps d'études pour Kundalini Yoga? Oh, ben, on peut se former, on se forme toute sa vie, hein. Ça Donc, vient. les 30 ans de pratique sont une formation. Ensuite, comme dans toutes les formations de yoga, je crois qu'il y a un premier niveau, c'est 200 heures de formation, ou peut-être 250 heures, je me souviens plus exactement, mais en gros, une première formation, c'est 200 heures. Voilà. D'accord. Après, moi, j'ai fait 2 fois un level 1. Donc, voilà, ça fait 500. Et après, j'ai fait X formations. Après, on a des formations plus thématiques dans le Kundalini Yoga, ce qu'on appelle les level 2. Donc, il y a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Et puis après, il y a plein de formations plus thématiques. Donc, en ce moment, je me forme à la médecine Kundalini. Donc, c'est encore d'autres formations. Et tu es allée en Inde pour tout ça ou tu as fait en France la plupart du temps? Ça va Non, couper. le Kundalini Yoga est très peu enseigné en Inde. Je suis beaucoup allée en Ah, Inde. d'accord. La première Ok. fois, j'avais 18 ans. Mais pour moi, les formations, il y en a en France. Moi, je ne les ai pas fait en France parce que je me sentais appelée par d'autres enseignants. Mais, ça se passe en ligne, ça se passe dans des ashrams. Moi, je me suis formée en Italie,
dans un ashram. Mon enseignant est anglais, il enseigne de par le monde, donc j'ai fait des formations avec lui au Mexique, au Danemark. Il va venir à Satnam, donc j'espère. Eh ben ça, c'est top. Alors, je demande à tout le monde de te suivre, d'aller voir vraiment ton studio. Je viendrai. Je viens faire un cours de Kundalini. Il faut que je vienne essayer, vraiment. Il reste 10 secondes. Merci Anne. Merci à tous d'être venus suivre Loin et Ensemble ce matin avec Anne. C'était super chouette. Merci pour tout. Merci. Bonne journée à